Audio Jungle. Nous sommes en direct du studio Messa Niamey pour évoquer l'édition 2020 des Coupes d'Europe des clubs. Désormais, dans les annales, le Bayern Munich soulève la 6e C1 de son histoire commune dans la peau du bourreau du Paris Saint-Germain, son club formateur. Et de 6 également pour le FC Séville, couronné en Ligue Europa à la barbe de l'Inter Milan. Vous l'avez compris, nous parlons justement du bilan de la C1, la saison écoulée, et puis celle également de la C3 avec en studio Franck Nounyama. Guten Morgen. Guten Abend, ça va? Ça va, bonjour Angelo, bonjour Fifi, bonjour Henri Akodo. Merci beaucoup d'être là. Nous saluons également la présence de Henri Akodo. Salut, comment ça va? Je me porte à merveille, Angelo. Merci. Bonjour à tous les auditrices et auditeurs qui nous suivent en ce moment. Merci de répondre à notre invitation. Nous sommes également en studio avec Sa Majesté Fifi Asogbavi. Bonjour Fifi. Bonjour Angelo, je salue comme d'habitude les auditrices et les auditeurs de cette émission. Ça fait bizarre, mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude de le faire les matins. Voilà. Mais exceptionnellement, c'est l'après-midi aujourd'hui. Voilà, on a parlé tout à l'heure du dernier épisode de la saison de Plateau Foot Europe. On aura le temps de revenir dans les semaines à venir pour la nouvelle saison, le nouvel exercice 2020-2021. Nous saluons au passage Théo Javon qui va assurer la mise en onde, sans oublier Elom Adovon, le maestro de la vidéo de cette émission à retrouver sur radiosportfmtg.com et puis sur YouTube. Merci pour tout le travail consenti durant toute la saison, sans oublier... on va profiter également pour saluer tous les chroniqueurs qui sont passés dans cette émission durant l'année 2020. J'ai nommé Noël de Souza, Echevi Tengue, Félix Wala, Michel Takpa, Edouard Agbetou, Joël Aïe, Armel Waba, Yahya, sans oublier John Atisso, et puis qui d'autre, Aziz Koundimba. Voilà, on va rester là pour l'instant. Ce n'est pas encore les dédicaces. Et nous, désormais, on va parler de Plateau Foot numéro 635 aux couleurs allemandes et espagnoles. C'est parti. La Ligue européenne des champions pour démarrer cette émission. On va faire un tour d'Europe de la presse, notamment celle allemande, avec le Frankfurter Allgemeine qui dit simplement aucun autre triomphe des Munichois au cours de la Ligue des champions n'était aussi mérité que celui-ci. On passe au Süddeutsche Zeitung qui dit le Bayern réalise son rêve du triplé. Et on va terminer avec Tuttosport du côté de l'Italie. Les aristocrates de Munich surpasse le nouveau riche du Paris Saint-Germain, montrer que le football allemand a été la vraie star du foot européen cette saison. Fifi Asogbavi, vous vous retrouvez dans tout ça? Ouais, ils n'ont quand même pas menti, ces journaux, puisque c'est quand même mérité pour le Bayern. Quand on prend la saison du Bayern, oui, aussi bien en Allemagne, le Bayern a tout gagné. Quand on prend la Ligue des Champions, ça fait 11 matchs, 11 victoires. Oui. Pratiquement combien de buts marqués? 43 buts, 43, 45, 43 marqués. Pour 5 encaissés. Pour 5 encaissés. Voilà 43 buts marqués, c'est énorme pour 5 encaissés. Ça veut dire que le Bayern a tout simplement marché sur la Ligue des Champions et c'est tout à fait mérité. C'est vrai qu'en début de saison, on ne pouvait pas imaginer cela avant l'arrivée de Flick. On ne pouvait pas imaginer cela puisque le Bayern était en tout cas mal parti. Il a fallu des réglages et changer beaucoup de choses pour retrouver le Bayern. Maintenant, pour moi, c'est l'adaptation de cette équipe aussi rapidement sous la conduite de Flick qui est quand même impressionnant parce que des fois, on trouve des clubs qui commencent mal la saison, on change d'entraîneur. Il faut en tout cas quelques mois ou même peut-être une saison avant de retrouver cette équipe reprendre de la plus belle des manières. Mais on a vu que rapidement, l'équipe étant composée de très bons joueurs, de joueurs expérimentés. Aujourd'hui, on peut les citer. On ne va pas revenir sur les Lewandowski, oui, Müller, les David, tout ce monde-là. On a vu que rapidement, ils sont rentrés dans le schéma de l'entraîneur et ça a payé et c'est mérité pour le Bayern Munich. Alors, mérité pour le Bayern Munich. En finale, c'était face au Paris Saint-Germain. Beaucoup, justement, donné l'étiquette de favori à cette équipe du Bayern, à juste titre. Ils l'ont prouvé encore une fois, ils l'ont confirmé même sur le terrain.
Effectivement, je pense que les propos enchanteurs, les titres louangeurs de ces grands journaux allemands et italiens illustrent parfaitement bien la grandeur de cette formation bavaroise qui a tout simplement régné en maître sur tout le long de la compétition, mais également dans cette finale, même si c'était face au Paris Saint-Germain, qui avait également ses atouts. Je pense que l'expérience, le vécu, l'engagement, l'intensité, le rythme, mais également le collectif bavarois a payé face à cette formation parisienne. Donc le Bayern mérite amplement son titre. On a vu véritablement que le but décisif de la part de Kingsley Coman, c'était à l'issue d'une action collective rudement bien menée. Joshua Kimmich, un latéral droit qui se retrouve à l'intérieur du jeu, qui fait une ouverture en profondeur pour chasser Serge Gnabry côté droit, appuie, remise en une touche. Müller qui retrouve Kimmich qui lift ce ballon pour la tête décroisée de Kingsley Coman dans la surface de réparation. C'est tout simplement exceptionnel. Donc c'est dire de cette maturité collective, de cette maîtrise technique et tactique de la part de cette formation dirigée par un maître, Hans-Dieter Flick, qui est arrivé à la tête de cette formation le lendemain de son anniversaire, de son 54e anniversaire. Il fait son anniversaire le 2 novembre, il est arrivé le 3 novembre. C'est dire qu'il y avait également l'aura, le charisme et le destin pour cet entraîneur qui a fait ses classes avec d'autres grands entraîneurs, notamment Johan Cruyff et Joachim Löw en tant que en tant qu'entraîneur adjoint lors de la Coupe du Monde 2004. Donc c'est tout simplement mérité pour cette formation bavaroise. Alors les planètes semblent s'aligner pour Flick et puis voilà toute sa troupe. On parlait tout à l'heure de son expérience, de ce monsieur qui ne parle pas assez, mais qui a déjà 15 ans d'expérience dans l'ombre. C'était l'heure pour lui de pouvoir triompher cette fois-ci. Vraiment, il a été dans l'ombre des grands entraîneurs. Il passe, on va dire, de l'ombre à la lumière. C'est vrai qu'on ne va pas jeter à la poubelle tout ce que Niko Kovac, son entraîneur à l'époque où il devait le remplacer, a fait. C'était du travail. Maintenant, Hans-Dieter Flick est venu, on va dire, ressusciter des joueurs qui comptaient pour l'équipe. On l'a dit, le Bayern de Munich, c'est quand même une institution qui est très respectée et la discipline est de rigueur à tous les niveaux. Donc, quel que soit le pédigré du joueur. Voilà, y a pas, on ne starise pas les joueurs. Là-bas, on ne les angélise pas. Il y a une certaine discipline. Donc, je pense que aujourd'hui, le monsieur est venu apporter un autre discours. Il a redonné confiance à des joueurs qui semblaient, on va dire, un peu en déroute, notamment Mats Hummels, qui finalement va partir. Il a redonné confiance à Jérôme Boateng, à Thomas Müller. Souvenez-vous, il a quand même fait 23 passes décisives dans le championnat et marqué 16 buts. Donc, c'est rare. Un tel joueur qui, beaucoup l'ont dit, était finissant, réalise une telle performance, ce qui veut dire qu'il retrouve la confiance, il renaît de ses cendres. Donc, Hans-Dieter Flick aujourd'hui qui fait, on va dire, pratiquement 10 mois la tête de cette équipe et qui arrive à la redresser parce que le Bayern, à un moment donné en championnat, a quitté même, on va dire, le top 5. Ce n'est pas l'habitude. Donc, il faut voir à partir de ça le travail fait par Hans-Dieter Flick, qui est d'ailleurs prolongé. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un entraîneur qui s'émancipe, qui veut faire voir ce qu'il sait faire. Il a pris du temps d'apprendre. Il a pris du temps pour rester humble, pour rester sobre. Aujourd'hui, il gagne et je crois qu'il y a la lumière sur lui. Beaucoup parient sur lui aujourd'hui. Donc, Hans-Dieter Flick devient en si peu de temps un grand entraîneur parce que pour gagner la Ligue européenne des champions, ça ne vient pas du jour au lendemain. Pour redonner confiance à une équipe qui était un tout petit peu disloquée dans les vestiaires, un tout petit peu en doute, c'était pas évident. Il a réussi à faire tout ça, le triplé en 10 mois, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a été humble, qui a été sobre et aujourd'hui, il n'a rien à prouver. Donc voilà, c'est un grand entraîneur aujourd'hui et bravo à lui. En tout cas, il faut saluer la performance de cet entraîneur qui devient le deuxième à réaliser le triple avec le Bayern Munich après un certain Jupp Heynckes. C'était en 2013. Vous voulez ajouter quelque chose avant de parler d'un autre joueur? Vous avez dit tout à l'heure qu'il rejoint un certain Jupp Heynckes. Je pense qu'il rejoint également le Panthéon en si peu de temps. Il y a une certaine précocité, mais il rejoint le Panthéon des plus grands entraîneurs qui ont marqué l'histoire du Bayern de Munich en si peu de temps. Les Ottomar Hitzfeld, les Felix Magath, les Jupp Heynckes.
Est-ce qu'il va s'inscrire dans la durée? On attendra. Toute l'interrogation est là. On va peut-être poser la question dans le courant de cette émission. On va écouter, ne soyez pas surpris parce que c'est une finale. Il y a eu quand même du spectacle, mais c'est un seul but qui a été marqué par un ancien Parisien, Kingsley Coman, que nous écoutons et derrière nous décryptons. C'est un jour incroyable pour moi. J'ai envie de dire c'est l'un des plus beaux jours de ma vie au niveau du football. J'ai un petit truc quand même dans mon cœur qui est un peu triste parce que Paris, c'est un club forcément qui a vraiment compté pour moi. J'ai grandi là-bas. Donc il y a beaucoup de joie et un petit peu de tristesse. Coman, né à Paris, grandi à Paris, formé par le Paris Saint-Germain, bloqué, barré par les joueurs qui coûtent des millions d'euros. Aujourd'hui, il fait la fierté, toute la joie du Bayern Munich. Il est un joueur du Bayern de Munich. C'est vrai que c'est un ancien du Paris Saint-Germain, mais moi je dis toujours qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui formés par un club qui jouent pour un autre club. Oui. Et donc, c'est vrai, il a été un ancien du Paris Saint-Germain. Ça ne fait pas bizarre parfois? Oui, ça peut faire bizarre, mais au moment de cette finale-là, oui, c'est un joueur du Bayern de Munich. Et il a joué à 100% pour le Bayern de Munich et il a gagné et il a inscrit un but pour le Bayern de Munich. On l'a vu, la célébration en tout cas. Oui, après, mais maintenant, il peut avoir ce sentiment qu'il est en train de décrire, oui, c'est tout à fait normal parce que, comme tu viens de le dire, il a grandi à Paris, il a été formé par Paris et c'est lui qui marque le but contre le Paris Saint-Germain. C'est normal qu'il ait un sentiment un peu mitigé, oui, mais il faut reconnaître que le garçon, entre-temps, a grandi et est en train de s'affirmer. Moi, je me dis, c'est une très bonne nouvelle et puis moi, je suis contente pour lui. Pourquoi? Parce que vous savez que s'il était pendant longtemps barré par des blessures, on ne s'attendait pas à le voir encore à ce niveau. Il a manqué la Coupe du Monde. Exactement. Et il manque la Coupe du Monde. La France gagne cette Coupe du Monde-là. Et c'est pourquoi il dit aujourd'hui c'est peut-être l'un des plus beaux jours. S'il avait gagné cette Coupe du Monde, probablement que ce serait peut-être le deuxième plus beau jour de sa vie. Voilà. Et voilà, il arrive en finale de la Ligue des Champions et c'est lui qui met le but. En tout cas, félicitations à ce garçon et beaucoup de courage à lui. Ce que je voulais ajouter, c'est que Kingsley Coman a fait pratiquement 10 ans au Paris Saint-Germain, mais il n'a joué que 55 minutes. Ouais, c'est là où vient un peu sa rage. Pour lui, il a été un tout petit peu, on va dire, enterré. Oui. Donc, on ne lui faisait pas confiance. C'est ce qui fait un peu sa rage. Et derrière, il ajoute que oui, ça fait un peu de tristesse, c'est vrai, mais ça reste dans le domaine du football. Mais on a l'impression que Paris est toujours obligé de faire partir ses jeunes joueurs. Oui, parfois, je crois que le Paris Saint-Germain manque aujourd'hui de cet homme-là qui pourrait voir déjà en un joueur ce qu'il peut devenir dans 2-3 ans, par Tanguy exemple. Kouassi, par exemple, comme des gens comme Arsène Wenger, oui, comme Jürgen Klopp, voilà, qui ont cette capacité de découvrir déjà ce qui peut arriver par rapport à un talent d'un joueur, oui, d'ici quelques saisons. Ils n'ont pas ce temps pour le moment. Leonardo, à quoi sert-il? Bon, Leonardo, oui, c'est un directeur sportif, mais il n'a pas cette qualité-là. Il faut dire les choses franchement. Donc, aujourd'hui également, vous avez si bien fait de le souligner, oui, Tanguy Kouassi est parti. Mais ça ne fait pas bien pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Et entre-temps, il signe au Bayern. Au Bayern encore. Thomas Tuchel a regretté tout ça. Donc, voilà, aujourd'hui, Kingsley Coman s'épanouit parfaitement. Le regret pour lui, c'est quelqu'un qui, physiquement, n'est pas stable. Il se blesse souvent. Voilà pourquoi il n'a pas, on va dire, ce statut de titulaire partout où il est passé. Mais dans ce match titulaire d'entrée, c'était une surprise. C'était une surprise. C'est là aussi la surprise du chef. D'accord. Par exemple, il y avait Ivan Perisic, oui, qui était là, qui apporte sa puissance, mais qui, techniquement, était un peu limité. Il a la puissance, c'est vrai. Mais Hans-Dieter Flick a dit oui, ce petit pouvait faire quelque chose à travers ses dribbles, ses chaloupés. Il a fait des misères à Kehrer. Et il a réussi à le faire. Donc, c'est là aussi, on va dire, l'esprit d'un grand entraîneur. Exactement. Déjà. Donc, voilà, Kingsley Coman, très jeune, 24 ans, mais avec pratiquement 20 titres déjà. C'est énorme. Je rappelle qu'il a fait un tour également à la Juventus Turin. Donc, c'est un joueur talentueux. Et aujourd'hui, il s'émancipe, il est heureux. Et je pense que c'est une très, très bonne chose pour lui. On va parler de l'arrière-garde de cette équipe du Bayern Munich avec Manuel Neuer, infranchissable, impassable. Il a tout bloqué. Il a écœuré Mbappé, Neymar et tous les autres. Imprenable, capable de pouvoir annihiler à lui tout seul les velléités des équipes adverses. On a constaté que dans cette rencontre, il s'est dressé tel un mur, oui, face aux assauts répétés de ces Parisiens, notamment Kylian Mbappé et Neymar. Manuel Neuer, c'est un joueur qui s'est révélé en 2008 en Champions League face à Manchester United en, oui, quart de finale, futur vainqueur à l'époque. Et aujourd'hui,
34 ans, mais il est toujours exceptionnel. Il est inusable apparemment. Il est inusable. Au-delà de ses arrêts supersoniques auxquels il nous gratifie, il est capable également d'être quasiment le libéro de l'équipe. Quand l'équipe presse, il est là, il sort de sa zone de confort pour aller du moins aller anticiper et relancer proprement. De loin le titulaire indiscutable au niveau de la Mannschaft. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Ça s'est fait au mental, au moral. Ça s'est fait. Quand Ter Stegen, vous lui prenez 8. Ter Stegen, aujourd'hui, demeure et la doublure d'un certain Manuel Neuer en Nationalmannschaft. Donc, je pense que c'est clair dans la tête de Joachim Löw. Aujourd'hui, à 34 ans, Manuel Neuer pète la grande forme. Et en tout cas, Ter Stegen va encore attendre beaucoup plus longtemps avant de pouvoir du moins retrouver une place de titulaire nationalement. Angelo, cet homme, c'est une institution. Ah oui. Regardez un peu la guerre, on ne le touche pas. Regardez un peu la guerre lorsqu'il s'agit de parler de Neuer au moment de la Coupe du Monde où beaucoup disaient oui, il n'était pas en forme, il s'est blessé. Mais là, on l'a préféré à Ter Stegen qui venait justement. Personne ne dénie ici le talent intrinsèque de Ter Stegen. Mais Manuel Neuer est un monument. C'est une montagne, rien à dire. Ter Stegen doit attendre son temps. Doit attendre et on le lui a bien signifié. Messieurs, patientez. Après l'Euro, vous pouvez être titulaire. Pour l'instant, c'est Manuel Neuer. Le débat est clos. Sans commentaire. Sans commentaire. Alors, avant de parler de Thomas Tuchel, j'ai envie de vous écouter sur un aspect de l'échange ou de débat. À quoi s'attendre pour les années à venir? On a vu le Real Madrid qui a confisqué ce trophée sur 3 saisons consécutives avec Zinedine Zidane. Franck sans langue de bois et sans passion. Vous voyez Hans-Dieter Flick avec ce Bayern-là faire la même chose? Très difficile de le dire, mais avec ce qu'il est en train de montrer, on peut parier sur ce monsieur. Parce qu'on se dit qu'il apporte du renouveau. Même si c'est avec certains anciens joueurs qui paraissent vieillissants sur le papier, mais sur le terrain, arrivent à lui donner raison. Je pense qu'on peut se permettre de parier sur lui maintenant. C'est très difficile de gagner 3 fois d'affilée la Ligue européenne des champions. On se dit que Zinedine Zidane a eu cette chance-là. On ne sait d'où il a réussi à sortir ça. Oui. J'aimerais défier les entraîneurs qui pourraient quand même réussir, on va dire, un tel exploit. Mais vous dites que c'est possible. C'est possible de parier sur lui. Avec le groupe qu'il a, c'est vrai que d'ici 3 ans, beaucoup partiront. Oui. Mais s'il reste sur cette façon de jouer, se pressine très haut dans le camp même, à la lisière de la surface de réparation de l'adversaire, c'est un entraîneur qui est promis à de très grandes victoires. Fifi, votre avis sur la même question? Oui, moi je crois qu'il est capable de le faire encore une fois parce que même non seulement quand vous prenez aujourd'hui l'équipe avec ceux qui sont peut-être un peu vieillissants, dont on parle, les Müller et les autres, les Boateng, il faut voir le travail qui est fait derrière avec les jeunes qui arrivent. Vous voyez par exemple le cas d'Alphonso Davies, c'est un grand joueur en devenir. En devenir Davies, Gnabry, Kimmich. Maintenant sur le banc, il y a les Pavard, il y a les Tolisso qui sont capables, les Hernandez, les Coman qui sont capables de faire aussi quelque chose. Ça veut dire que non seulement ils savent qu'il y a des joueurs qui sont en train de partir, mais déjà ils sont en train de préparer d'autres pour venir doucement, et pour que la mayonnaise prenne et voilà, et aller. Donc c'est possible et moi je crois que le Bayern en tout cas va encore jouer la saison prochaine si le coach garde cette mentalité, cette philosophie de jeu et tout, va encore jouer les premiers rôles en Ligue des Champions. Le football allemand de retour, Henri? Le Bayern de Munich, pour ses premiers trophées en Champions League, même si ce n'est pas le même format, l'a remporté à 3. 74, 75, 76. Aujourd'hui, je pense que cet entraîneur, vu un peu la jeunesse de l'effectif, c'est 23 ans de moyenne d'âge, vu un peu les ambitions qui sont derrière avec un certain Hassan Salihamidzic, l'ancien qui, je pense, le directeur sportif pratiquement proche de l'entraîneur. Oliver Kahn, conseiller du président, Karl-Heinz Rummenigge, figure emblématique de cette formation bavaroise des années 80. Quand vous voyez un peu ces aspects-là, vous convenez avec moi que cette équipe a des ambitions et elle est partie
pour du moins se régner sur les prochaines années en Europe, même s'il y aura des adversaires du moins en face. Oui, qui vont se préparer. Elle a quand même des atouts. Figurez-vous qu'elle a également préparé du moins déjà la saison prochaine en recrutant de jeunes joueurs, mais également des joueurs qui ont de la qualité, notamment Leroy Sané, qui va apporter sa vitesse, sa percussion. Leroy Sané aujourd'hui constitue véritablement une concurrence pour Kingsley Coman. C'est dire de la profondeur, de la qualité du banc de cette formation de la Bavière. Donc je pense que c'est une équipe qui est taillée sur le long terme. D'accord. On va écouter Thomas Tuchel. C'est un entraîneur allemand, mais du Paris Saint-Germain, déçu par justement le verdict de cette finale. On a manqué un peu de la chance. On a eu des occasions, on a eu des phases. C'était extraordinaire. Et voilà, j'ai eu l'impression avant le match que peut-être le premier but va décider ce match-là. Je suis absolument convaincu qu'on peut faire le même match et gagner 1-0 si on fait le premier but. Malheureusement, c'était pas comme ça. Malchance, je dois dire, ce sont des petits détails dans le foot. Sans chance, c'est difficile de gagner un match comme ça. Ah oui, il a dit sans la chance. C'est compliqué parce que dans ce match, le Paris Saint-Germain a eu des occasions. Fifi, est-ce que cette fois-ci, on peut dire que le Paris Saint-Germain est en train de grandir? C'est un faux pas, ils peuvent revenir mieux, fort, prochainement? Je ne saurais répondre à cette question parce que contrairement au Bayern de Munich et tout ce qui se fait, dont on vient de parler tout à l'heure, on ne voit pas la même chose au niveau. Vous ne voyez pas une équipe de Paris Saint-Germain en construction ou en reconstruction? Je ne vois pas une équipe du Paris Saint-Germain en construction ou en reconstruction. Dites-moi, parlons un peu des recrutements. Qu'est-ce qui est fait jusque-là? Meunier est parti. Thiago Silva est en train de partir, le gardien. Edinson Cavani aussi est parti, Sergio Rico également. Sergio Rico, c'est vrai que la période le mercato s'étend jusqu'en octobre, mais jusque-là on ne voit pas, on ne sent pas. Ça vous inquiète? Oui, moi. En tant qu'observatrice. C'est inquiétant quand même. On ne peut pas aujourd'hui dire que le Paris Saint-Germain s'inscrit dans la durée. On a l'impression qu'on veut forcer les choses, on veut faire quelque chose pour gagner d'un seul coup. C'est l'impression que j'ai depuis. Et maintenant, quand je reviens un peu sur ce que vient de dire Tuchel, il faut rappeler que la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Donc, dire qu'on a manqué de chance, moi, c'est trop facile de se cacher derrière dans ce match-là, quand on voit l'architecture concernant le 11 entrant, vous avez des choses à dire là-dessus? Non, pas tellement sur le 11 entrant. Maintenant, c'est sur... les changements? Non, les changements. L'état d'esprit? Moi, j'aurais bien voulu que Verratti rentre, ne serait-ce qu'en début de deuxième période, quand le score était encore de 0-0, parce que lui, il arrive quand même à garder le ballon, aller de l'avant avec la balle et tout. Mais je n'ai pas vu cela. Mais maintenant, dans le jeu aussi, on a eu l'impression que on a cafoué un peu. Quand vous prenez le début de match où on avait des vraies occasions, certes, Neuer était en forme, mais je crois que les joueurs auraient pu mieux faire. Mbappé, Neymar, Mbappé, et puis Di Maria, moi je pense qu'il aurait pu mieux faire si le Paris Saint-Germain avait marqué peut-être un seul but. Ça aurait changé la physionomie de la rencontre. On aurait peut-être pu assister à un autre match. Mais au finish, le Bayern, comme lui l'a dit, il n'a pas eu de chance. Le Bayern a eu peut-être de la chance parce que le Bayern était peut-être mieux préparé que le Paris Saint-Germain. Il faut aller gagner. Franck Lunyama, oui, on parlait tout à l'heure de cette équipe du Paris Saint-Germain. Cette équipe, quand vous voyez sur le banc, on n'a pas forcément la même qualité que celle des joueurs qui sont sur le terrain. Individuellement, je crois qu'il y a beaucoup de qualité quand même. Vous avez posé une question, est-ce que cette équipe est en train de grandir? Là, on peut le leur accorder sur plusieurs saisons déjà. Et ils sont en train de gagner des choses. Cette année, ils ont gagné tous les trophées possibles au plan national. Maintenant, sur l'échiquier européen, il va falloir faire un travail. Thomas Tuchel a parlé de chance. Je crois que la chance, il faut la construire. Il n'a pas construit. Parce que là, déjà, il n'a pas su canaliser ses joueurs. Lorsqu'on voit Neymar, par exemple, se qualifier déjà pour les demi-finales ou bien la finale, en train de faire le show avec son woofer, qui traîne partout. Vous l'avez trouvé trop confiant? Ce n'est pas la confiance, ce n'est pas la concentration. À ce moment précis, vous n'allez voir aucun joueur bavarois traverser la rue avec ce type de matériel. C'est un silence total, on se concentre déjà. C'est là où on pose le problème de l'institution. Voilà, l'institution. Juste après le coup de sifflet final contre Lyon, mais vous n'allez pas voir les joueurs bavarois dire ci, dire ça.
La chance aussi, c'est de pouvoir sortir Neymar quand il ne joue pas bien. Mais Neymar est arrivé avec 222 non, mais millions ça ne veut d'euros, rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais s'il ne joue pas, s'il ne fait pas les choses qu'il faut ou bien comme il faut avoir le courage de le sortir. Regardez un peu le match entre le Bayern et Lyon. Quand ça n'allait pas pour Memphis Depay, c'était la star du groupe, le joueur le mieux payé, le plus cher du groupe. Mais Rudy Garcia l'a sorti. Et tout de suite, derrière, Dembélé a marqué. Donc c'est ça aussi la chance qu'il faut construire. Il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, je crois que le Paris Saint-Germain n'a que ses yeux pour pleurer. Vous voyez son avenir s'écrire en pointillé? Oui, un peu. Parce que lorsqu'on connaît le directeur sportif Leonardo, il est venu, il a quitté entre-temps sur des problèmes. Il est revenu. C'est pour corriger cette image-là. Exact. Apparemment, ça ne marche pas. Je crains pour Thomas Tuchel d'avoir joué son dernier match au Paris Saint-Germain. Mais entre-temps, on voulait aller chercher Benjamin Pavard comme latéral droit ou bien Timothy Castagne d'Atalanta. On verra bien ça. Ça ne le fait pas à cette allure-là, selon vous? Oui, ça ne fait pas, oui. Henri Akodo, nous parlons du Paris Saint-Germain. Nous rappelons que l'équipe est rentrée cet après-midi, de toute façon, sans festivité autour du club, parce que là, le moral est dans les chaussettes, il faut le rappeler, parce qu'on n'a pas pu gagner cette Ligue européenne des champions. Ça fait 9 ans que les Qataris sont là. Et pour vous, qu'est-ce qui manque au club francilien de pouvoir être à la table des autres cadors? Sur le parcours cette saison, il faut dire que cette formation a quand même franchi un palier, comme Franck venait de le dire tout à l'heure. C'est vrai que sur les dernières années, c'était des éliminations, une huitième de finale, soit en quart de finale. Et cette saison, ils se sont ici en finale. Sauf qu'en finale, lorsque vous faites face à une machine collective et technique comme celle du Bayern de Munich, il faut se réinventer, il faut apporter ce Vous les avez trouvés limités, les joueurs, dans le jeu? J'ai trouvé les Parisiens très limités dans le jeu. J'ai trouvé également Thomas Tuchel tâtonné. Il n'avait pas eu véritablement cette capacité de réaction que pouvait avoir un grand entraîneur. Mais il avait quand même son attel, il ne pouvait pas se déplacer. Son analyse après match, moi je la trouve trop simpliste, parce qu'aujourd'hui la chance dans le football, elle existe quand vous la provoquez. Il y a un entraîneur, un ancien entraîneur de la République tchèque, Karel Borkner, qui disait au cours de l'Euro 2004 qu'il n'y a pas de chance dans le football si vous arrivez à pouvoir démontrer à votre adversaire que vous avez la capacité de nuisance nécessaire. Si vous pressez votre adversaire, si vous la dérangez dans son camp adverse, vous avez beaucoup plus de possibilités que la chance tourne en votre faveur. Tout à fait. Moi, j'ai vu cette formation parisienne hier. Il y a douté, surtout en début de deuxième période. On a vu que cette formation s'est sabordée toute seule, parce que se recouviler derrière... En ce moment-là, Thomas devrait faire quelque chose? Il pouvait changer de dispositif. Ce 4-3-3-là, il pouvait changer ce dispositif en 4-4-2 par exemple. Pourquoi pas? Parce qu'on avait constaté que sur les sorties de balles, cette formation montrait beaucoup plus de frilosité, parce que les Bavarois les avaient étouffés, les avaient englués. C'était quasiment véritablement le siège dans le camp parisien. Il n'avait pas véritablement de capacité à pouvoir se sortir du pressing pour aller déranger le Bayern de Munich, alors qu'ils avaient les atouts nécessaires, ils avaient les armes nécessaires. Et surtout que c'était sur un seul match. Il n'y a pas de match retour. C'était sur un seul match. Donc Thomas Tuchel a renoncé un peu au jeu, et cela a manqué cruellement à cette formation. Il manque également à cette formation, vous allez chuter là-dessus, cette capacité à pouvoir tuer le match au moment venu. Face à un tel adversaire. Vous voulez faire référence aux occasions de Neymar, de Kylian Mbappé, de Marquinhos? Dans les 16 mètres 50 offensifs, face à un tel adversaire, il faut se révéler très clinique et très chirurgical devant les buts. Ça s'apprend? Ça s'apprend et ça s'acquiert. Ou c'est du talent? Il y a du talent, mais également ça se peaufine à travers grâce au travail. Grâce à la constance, grâce véritablement au vécu. Et c'est important. Il y a aussi le mental. Thomas Tuchel doit travailler ses joueurs. Il faut parler du mental également. Vous pensez que cette équipe de Paris en a manqué dans cette finale? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas concentrés. Durant tout le match ou durant la seconde période? L'environnement autour de cette rencontre même ne leur permettait pas d'être à 100% concentrés. Vous voulez parler de l'effervescence des médias? Oui, déjà, l'effervescence des médias. Et puis, il y a un peu, comme l'a dit tout à l'heure Franck, un peu trop de laisser aller, alors que le Bayern était dans
dans son univers, bulle, dans sa bulle jusqu'à ce match-là. On sentait plus une équipe concentrée du Bayern que du Paris Saint-Germain. On va jeter un coup d'œil au niveau des statistiques. Durant cette édition 2019-2020, on a eu 375 buts marqués, 3,26 buts par match. C'est une très bonne moyenne. Nous rappelons que c'est un triplé pour le Bayern. Championnat, Coupe nationale et puis la fameuse Ligue européenne des champions. Ça fait le 6e, 74, 75, 76, 2001, 2013 et 2020. L'homme du match, selon vous? Kingsley Coman. Et vous? Non, moi c'est Alcantara. Alcantara, Thiago? Kingsley Coman, percussion, rapidité technique. C'est vrai qu'on pourrait penser également à un certain Manuel Neuer. Oui, pourquoi pas? A tout simplement mis en mal le dispositif offensif parisien. Mais je pense que Kingsley Coman avait quand même du moins la faveur des pronostics. Des pronostics, surtout qu'il est le seul et l'unique buteur de cette partie. Meilleur buteur de la compétition, c'est Robert Lewandowski avec 15 réalisations. Il n'a pas pu égaler Cristiano Ronaldo, qui en a déjà mis 17 à une certaine période. N'égale pas Cristiano Ronaldo qui le veut. Mais vous voulez dire que Robert Lewandowski n'est pas un bon joueur? Cristiano Ronaldo. D'accord. Meilleur passeur, c'est Serge et Angel Di Maria, avec 6 passes décisives. Nous rappelons également que la meilleure attaque est celle pour le Bayern, 43 buts, meilleure défense, 5 buts encaissés seulement. Et puis derrière Robert Lewandowski, il y a Erling Haaland qui a marqué 10 buts et puis Serge Gnabry qui en a inscrit 9, tout simplement. Magique. En tout cas, l'édition 2020 est terminée, mais nous rappelons que la Super Coupe de l'UEFA va se dérouler le 24 septembre prochain entre le Bayern Munich et le FC Séville. Alors justement, le FC Séville, on en parle derrière juste le générique Plateau Foot Europe. Alors, nous évoquons la C3. Elle aussi, elle a été spectaculaire avec Fifi. 5 buts en tout. Le FC Séville qui a été mené et finalement qui renverse l'Inter Milan. Ah oui, cette équipe, franchement, on a l'impression que... C'était la même chose face à Manchester United. On a l'impression que Séville et la C3, c'est je t'aime moi non plus, quoi. Ouais. Puisque ça fait 6 finales et 6 victoires. C'est magnifique, hein? C'est magnifique, c'est taillé pour le FC Séville. Avant cette rencontre, on voyait l'Inter quand même au-dessus. Tout le monde se disait, attaque de feu. Avec son attaque de feu, Lukaku et puis Martinez. Voilà, donc on se disait que c'était déjà cuit pour le FC Séville. Mais moi j'ai constaté que le FC Séville, c'est quand même une équipe joueuse. Ce n'est pas une équipe... c'est une équipe qui n'a pas froid aux yeux, qui n'abdique pas non plus. On l'a vu face à Manchester United durant toute la compétition, une équipe qui est capable d'aller jusqu'au bout, aller chercher sa victoire, et ça a payé jusqu'au bout. Et en tout cas, c'est une équipe qui a l'expérience de cette compétition, comme on a l'habitude de dire que pour ce genre de compétition, il faut aussi l'expérience, et ils l'ont encore une fois démontré. Et ça a été une surprise, mais c'est quand même une victoire méritée. Franck Lugnaman, on sait très bien que l'Inter Milan n'a plus joué une finale de Coupe d'Europe depuis 10 ans. Est-ce que quelque part aussi, l'expérience, le fait de ne pas être constant, ça aussi, ça a joué par moment? Bien sûr. Le fait de ne pas être régulier souvent sur une compétition peut jouer un mauvais tour. Je crois que le dernier titre pour eux, c'était il y a 22 ans, en 98. Donc, ils ont perdu cette habitude-là. Et puis, dans ce match, ils se sentent... ils avaient bien commencé la partie avec cette faute sur le puissant. Et le redoutable Lukaku à travers ce pénalty. Mais derrière... Mais les intéristes se sont laissés un tout petit peu aller dans la critique parce qu'ils estimaient qu'il y avait un pénalty, un ballon vers la main, que l'arbitre n'a pas sifflé. Et puis tous les joueurs et l'entraîneur se sont rués vers l'arbitre, et au point où un carton jaune a été brandi pour Antonio Conte. Je me dis qu'à partir de ce moment-là, ils ont perdu un peu le fil des choses. Ils sont sortis du match. Et puis le Football Club Séville, qui a l'habitude, ça fait 6 victoires sur les 15 dernières éditions. Il faut le faire record absolu en Europe. Donc ils sont revenus avec un certain Ocampos, laissé par l'Olympique de Marseille, qui a retrouvé une nouvelle vie à ce niveau de la compétition. Donc je crois ils n'ont jamais lâché. Je suis d'accord avec Fifi qui dit que c'est une équipe joueuse. C'est vraiment important. Ils n'ont peur de rien. Et Roulen Lopetegui est venu un peu continuer la tradition. Et aujourd'hui, ils sont aux anges.
c'est comme s'ils ont fait, on va dire, de cette coupe leur propriété. Donc, personne n'a fait mieux. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le match, ils l'ont mérité. Mais un peu triste pour Lukaku. Ah oui. Voilà, il ne méritait quand même pas ce but-là, le 3e. Ah oui, et surtout, comme tu le dis si bien, Franck, Lukaku qui a dû placer son pied pour permettre à la reprise acrobatique de Diego Carlos d'aller mourir dans les buts d'Andanovic. Oui, vous voulez vous mouiller sur ce match, cette finale-là 5 buts, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Oui, effectivement, le jeu était ouvert. On avait droit à une équipe du FC Séville qui voulait monopoliser le ballon, qui voulait conserver le ballon, user l'adversaire en gardant au maximum le ballon. On a constaté qu'ils ont réussi à ce jeu-là pouvoir gagner cette formation de la Lombardie. Je pense que c'est amplement mérité pour le FC Séville quand on voit un peu les ressources mentales de cette formation, parce qu'à chaque fois elle revient, lorsqu'elle est menée au score, c'est tout simplement impressionnant. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est une équipe assez jeune quand même, il faut le rappeler. Vous avez une charnière centrale qui a une moyenne d'âge de 24 ans, Jules Koundé, le franco-béninois, l'ancien bordelais, et Diego Carlos, l'ancien nantais. C'est-à-dire que le FC Séville a quand même des directeurs sportifs qui font un très bon travail. Des ligues. Bien évidemment, des jeunes joueurs très talentueux et qui confient. Vous avez sur les couloirs un joueur comme Sergio Reguilón, l'ancien du Real Madrid, qui apporte beaucoup à cette formation. Jesus Navas de l'autre côté, Lucas Ocampo, cette saison, c'est 14 buts, toutes compétitions confondues. Au-delà de son apport offensif, c'est un joueur qui ne triche pas. C'est un joueur qui carbure tout le long de la partie et revient faire les efforts défensifs. C'est-à-dire que face à cette formation, la formation d'Antonio Conte devait se réinventer pour pouvoir la surprendre. Mais on a constaté vous l'avez senti un peu suffisante par endroit, l'Inter Milan? Oui, c'est vrai qu'Antonio Conte était toujours fidèle à son dispositif de 3-5-2 avec cette envie-là d'utiliser la latéralité. Exactement. Avec ces deux latéraux, Ashley Young et D'Ambrosio, bien évidemment, mais on a constaté que derrière, Roulen Lopetegui a fermé les couloirs et cela, il n'y a pas eu de centre pour Lautaro Martinez et Lukaku. Derrière également en défense, il y a une certaine du moins fébrilité. On a constaté que la défense faisait véritablement preuve d'un attentisme bon à loi parce que Skriniar, Diego Godin et un certain Strinic, c'était quasiment, c'était pas véritablement. Vous les avez sentis lourds dans les déplacements? Bien évidemment, surtout dans la gestion de la profondeur, c'était pas ça. Et Luc de Jong, cet attaquant-là, en a profité pour marquer ce but. C'est dommage pour Lukaku, qui a quand même marqué 34 buts cette saison. Il égale ainsi le record d'un certain Ronaldo. Il phénoménal, il faut le préciser, le Brésilien. Bien évidemment. Voilà. C'est ce qui est dit. Nous rappelons que le score c'était de 3-2 pour le FC Séville face à la formation de l'Inter Milan. Le meilleur buteur de cette formation n'est autre que Bruno Fernandes de Manchester United. Le meilleur passeur a pour nom Galeno et il nous vient du Sporting Braga avec 6 passes décisives. Alors nous avions dit tout à l'heure que la Super Coupe d'Europe a lieu le 24 septembre prochain. Ce sera entre le FC Séville et le Bayern Munich. Aïe aïe aïe, on attend de voir. Ça va être tout feu tout flamme, hein. C'est ce qui est sûr au cours de cette partie. Alors, on va peut-être parler rapidement de la reprise de la Ligue 1. Ça démarre de façon progressive, pas un peu de gros scores, c'est des matchs nuls à gauche et à droite. Mais il faut quand même saluer la belle performance de Nîmes. Oui, de Kevin Denke, bien sûr, notre compatriote. Qui a été passeur et puis buteur face à Brest, 4-0. Bon, ça commence quand même bien pour Vous le voyez titulaire toute l'année C'est le souhait. Si dès le premier match, il a été titularisé et puis il a fait une très belle performance, c'est qu'au moins sur les 3 prochains matchs, on lui fera confiance. Et à lui maintenant de garder le cap et de prouver qu'il a sa place de titulaire au sein de cette formation. La saison dernière, on l'a vu être pimpant, en rentrant en bout de match, quelques minutes et puis il fait la différence. Après, il a disparu des radars. C'est le souhait cette saison de le voir souvent titulaire. C'est un joueur assez intéressant, talentueux. Il va très vite. Il a une frappe de balle intéressante aussi. Donc voilà, le souhait pour le public sportif de le voir toujours titulaire et de marquer des buts comme il l'a fait si bien pour commencer un championnat mentalement. C'est une performance qui, on va dire, va décupler son énergie forcément. Donc, le souhait, c'est qu'il continue comme ça et surtout pas de blessure.
Quand ces joueurs-là, on vous fait confiance d'entrer, et puis derrière, vous sortez du plan de jeu de l'entraîneur, comment est-ce que c'est vécu? Ça doit être quand même difficile de rebondir, hein? Effectivement, ça doit gambarder dans la tête. Quand vous n'avez pas un mental assez solide, c'est compliqué de pouvoir du moins se remettre en selle et se remettre dans le rythme. Je pense aujourd'hui que Kevin Deke, il a une chance formidable, c'est que Blaka, l'entraîneur de la saison dernière, n'est plus à la tête de cette formation. De cette équipe des crocodiles. Bien évidemment, du Lankido Présilon. Donc aujourd'hui, il a la confiance du nouvel entraîneur. C'est à lui de servir. C'est sa chance? C'est sa chance. Aujourd'hui, il faut dire que, vous l'avez si bien dit, il a joué des bouts de match la saison dernière. Aujourd'hui, pour le début de saison, on le titularise. Et en pointe, je pense qu'il a des qualités pour s'imposer dans cette formation à 19 ans, même s'il a encore beaucoup de marge de progression, de par son explosivité, sa capacité à frapper, à décocher des frappes supersoniques. Dès que Kevin peut devenir, pourquoi pas, le prochain Emmanuel Adebayor. Ah oui. Il a dit, il a lâché le mot. Un ancien de Monaco qui est passé par là. Nous saluons également, pourquoi pas, la présence encore et toujours d'Alexis Romao au niveau de ce championnat de France. Mais cette fois-ci, c'est en Ligue 2, au tableau un peu plus inférieur. Avec Guingamp. Mais c'est bon quand même. C'est bon pour lui, à 36 ans, il ne pouvait pas mieux espérer. Hein. Et maintenant, en Ligue 2, il y aura également Gilles Sounou. Voilà. Gilles Sounou avec Châteauroux et puis Raza Boukari. Pour la première journée, Gilles Sounou a été passeur pour une victoire de Châteauroux, et Razak, lui, il n'a pas joué. En tout cas, c'est la porte de sortie certainement pour Alexis Romao. Oui, à 36 ans, on n'a pas plus beaucoup de choses à montrer. Je pense que les Guingampais lui font confiance. Et certainement qu'il va laisser des traces comme toujours, comme partout il est passé. Et on lui souhaite bonne chance. Un joueur très exemplaire, en matière d'attitude, hors et sur le terrain. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il faut dire qu'avec Reims, c'était pas... Il avait pratiquement joué tous les matchs. C'est parce que c'est la politique de Reims. Il a même eu le capitaine. Oui, il est devenu même capitaine. Oui, c'est à cause de la politique de Reims qu'il est parti. Parce qu'on voulait faire venir des jeunes. On a des ambitions à long terme. C'est pourquoi il est parti. Donc, ça veut dire qu'il a encore beaucoup à donner, même à 36. À Guingamp, son expérience? Oui, il va apporter sûrement son expérience. Ah oui. Ce genre de joueur dans les vestiaires, c'est important. Parce que, vu tout ce qu'il a connu comme carrière et surtout expérience, ça doit vraiment faire parler. La locomotive un peu. La locomotive, voilà. Pour ce groupe-là. Comme on dit souvent en Afrique, voilà, les sages restent les sages. Il n'y a rien à dire. En tout cas, c'est une très bonne opération pour le club breton qui aspire à remonter la saison prochaine en Ligue 1. En Ligue 1. Pourquoi pas? On attend de voir et on lui souhaite toutes les chances de la planète. Alors, on a pratiquement fini avec les sujets du jour. Si on pourra peut-être donner l'occasion... un peu le retour raté de Lens en Ligue 1, battu par Nice. Exactement, 2-1. Et puis ceux de surprenant de Monaco face à Reims. Voilà, on attendait plus de cette équipe que conduit désormais Niko Kovac. Niko Kovac, l'ancien du Bayern. Monaco sauvé justement par un ancien, Axel Dissassi. En tout cas, on aura le temps de revenir sur la Ligue 1 bientôt. Il y a eu Lille-Rennes, un but partout avec magnifique match. Avec un carton rouge de chaque côté. De chaque côté. Ce nul vierge entre Bordeaux et Nantes. Tout à fait. De toutes les façons, on reviendra sur la Ligue 1. Mais c'est quand même bizarre de voir des matchs comme ça sans supporters. Oui, c'est le Corona qui fait tout ça. Ouais, pour la Ligue des Champions, c'est dire comme c'est un final. Mais là, pour le championnat, pour la Ligue 1, sans supporters. Oh là là. En tout cas, nous, on a l'habitude de les voir puisqu'on doit toujours faire le décryptage ici dans l'émission. On n'a pas le choix. Beaucoup de courage à nous. Alors, c'est fini pratiquement pour aujourd'hui. On va s'écouter une belle mélodie. On va d'abord faire, je dirais, un tour de table pour dire merci aux uns aux autres pour tout le travail abattu durant toute la saison. Fifia Soblavi, de vive voix, je tiens à vous dire un grand merci pour votre disponibilité. Vous avez bravé vents et vent fort, tout ce que vous voulez. Et puis vous avez été toujours là. Vous êtes notre seule majesté parmi le groupe. Non, merci. Merci à vous également pour la confiance parce que ça me permet, quoi qu'on dise, à moi aussi de continuer à apprendre. J'apprends beaucoup dans cette émission-là et donc ce n'est pas seulement moi qui apporte, mais c'est vous qui m'apportez également. Donc merci à vous également.
Merci beaucoup, c'est très modeste de sa part. On rappelle que les autres majeurs, à part la Ligue 1, vont reprendre entre le 16, 17, 18 septembre. Et nous, on sera de retour sûrement le 21. On sera de retour le 21 septembre pour la nouvelle saison de Plateau Foot Europe avec beaucoup plus de bonne humeur, d'objectivité. Et n'oubliez pas, vous avez le droit de nous critiquer et de nous faire des reproches pour qu'on puisse toujours s'améliorer. Et puis surtout, les sponsors, ils sont où? Cette émission a besoin de vous. Venez sponsoriser. Cette belle émission, mais qu'est-ce que vous attendez alors? On a tellement frappé aux portes, mais jusqu'à présent, c'est compliqué. Ça doit venir. Ça doit venir et on en a vraiment besoin. Henri Akodo. Oui, c'est un réel plaisir. En tout cas, c'est un honneur et un sentiment d'exubérance pour moi de pouvoir côtoyer les experts de la maison dans cette émission. En tout cas, grand merci à vous et à la prochaine. L'aventure continue. Effectivement. D'accord. Merci beaucoup d'être passé, d'être resté toujours avec nous durant toutes ces semaines qui se sont écoulées durant la saison. Franck Luyama, on va vous écouter. Non, pas besoin de me remercier, c'est un boulot et on le fait avec plaisir. Merci il y a rien quand à même, dire. merci quand même. Il n'y a rien à dire. Nous remercions également au passage Roméo Yetor, Ezekiel Ataï et tous ceux qui, on les a cités un peu en début d'émission, Noël de Souza, Etienne Vitenge, Félix Walla, Michel Takpa, Edouard Agbetou, Joël Aïe, Armel Waba, Aziz Samuel Koundimba, sans oublier Yahya Jonatiso, sans oublier également Kevin Ousmane, c'est un grand Bavarois. Kwaozochi, oui, il n'est pas oublié, et puis tous ceux qui sont sur la plateforme fan PFE, vous nous écoutez ici à Lomé en Afrique et de par le monde. Merci beaucoup à Elom Adovon qui est resté encore debout avec nous durant toutes ces heures. Elom, mille merci à toi. Ah oui, voilà, il me fait un petit salut comme ça. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube et sur radiosportfmtg.com. Merci également Franck, on va dire merci à tous les techniciens qui ont été avec nous durant toute cette saison. Théo, Anas PM, Gildas Caboret, voilà. Merci infiniment à Foudou également, à la DG, à Yvette Clousset, au patron de la grande maison Sport FM, l'honorable Joseph Chico Akoda. Merci infiniment. On se donne rendez-vous très très bientôt. Fifi. Très bientôt. On se revoit très très bientôt. Franck Luyama. Non, avec plaisir, on est prêt. Et voilà, les quelques semaines, on profitera pour se reposer. Après, on reviendra en force, c'est sûr. Henri Akodo. À bientôt. À bientôt. Voilà. À très bientôt, Théo. Ciao, ciao.